Ces derniers mois, des personnalités politiques ont été inquiétées par la justice sur le continent africain. La dernière personnalité qui a été mise aux arrêts est l'ancien président de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, qui a maille à partir avec la justice. Nous avons eu au Bénin, avant l'élection présidentielle, Rekia Amadougou, candidate de l'opposition, mise aux arrêts depuis et à travers le continent, bien sûr. Et il y a les cas les plus répandus, les plus connus, les plus commentés, comme il y a plus de 10 ans l'arrestation de Laurent Gbagbo dans les conditions que l'on sait, et bien entendu d'autres situations qui interrogent sur la nature des rapports entre le pouvoir exécutif et le judiciaire, autrement dit entre la justice et la politique. Pour en discuter, nous allons bien entendu avoir des habitués de ce rendez-vous désormais. D'abord Siaka Koulibaly qui est en ligne de Ouagadougou au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Bonsoir Siaka Koulibaly. Nous allons également avoir en ligne de Bordeaux en France Maître Jacques-Brice Momnogui qui est avocat au barreau de Bordeaux. Maître, bonsoir. Si. Tiambel Gimbaera, journaliste émérite, directeur de rédaction de La Voix du Mali. Il est en ligne de Paris en France. Tiambel Gimbaera, bonsoir et merci. Bonsoir, merci de cette invitation. Je vous remercie à votre tour. Alors, Siaka Koulibaly, on va ouvrir avec vous. Quel commentaire peut-on faire aujourd'hui du tableau que nous avons des relations dans certains pays africains entre le politique et la justice, parce qu'il y a des soupçons de collusion et notamment des soupçons que la justice soit mise en Afrique et peut-être pas seulement au service du politique. De manière constante, et cela dans tous les pays africains, on peut constater que la justice a des rapports très difficiles avec le monde politique, surtout la classe politique qui est au pouvoir, qui dirige les pays. Cela se manifeste par le fait que soit la justice est soumise à l'exécutif et en ce moment elle est manipulée et amenée à prendre des décisions qui arrangent les gouvernants, soit elle s'oppose au diktat des dirigeants politiques et en ce moment elle fait l'objet de vives persécutions, de restrictions budgétaires, des sanctions de ses membres, des fermetures des tribunaux, etc., etc. Donc on peut considérer que les Africains d'une manière générale n'ont pas encore admis le principe de la séparation des pouvoirs qui ne doit pas être inscrit seulement dans les textes, notamment dans les constitutions, mais doit aussi être respecté dans les actes de chaque acteur, que ce soit les acteurs politiques, les acteurs administratifs ou les citoyens. Mais on pense que sur ces terrains, il y a encore beaucoup de chemin à faire en Afrique. Maître Jacques-Brice Momnogui, il y a encore du chemin à faire en Afrique. Vous qui êtes avocat, y a-t-il une autre interprétation que l'on puisse faire des rapports entre la justice et le politique sur le continent, mis à part celle qui a été présentée? Oui, je pense que la justice est une question vieille comme le monde, mais quand on remonte quand même l'histoire, on sait que la justice n'a jamais été détachée en réalité du pouvoir politique, hein. C'est une réalité historique, puisque déjà ici en France, on disait que le roi rendait la justice sous le chêne également. On sait qu'en Afrique, la justice était souvent le fait du chef traditionnel, ça l'est encore d'ailleurs, de l'autorité non politique. Ce qui fait que la fonction de juge est une fonction qui est assez délicate
dans des États où le pouvoir exécutif est pauvre. Raison pour laquelle Montesquieu pensait qu'il fallait donc une séparation des pouvoirs. Et ce qui se passe en Afrique en réalité, c'est que nous avons encore peut-être de la difficulté, peut-être un peu plus que les autres ou pas. C'est pas sûr que ce soit moins que les autres espaces géographiques qui existent. Mais disons que chez nous, le pouvoir politique est tellement présent, que ce soit d'un point de vue constitutionnel, qui font d'ailleurs souvent de la justice une autorité judiciaire dans certaines constitutions plutôt qu'un pouvoir judiciaire, les mots ont un sens, qui font que finalement, il n'est pas aisé souvent de détacher pour certaines décisions qui concernent les grands acteurs politiques, la justice du fait politique, pas forcément de l'homme politique, mais beaucoup plus du fait politique. Donc voilà, donc je pense que nous aurons l'occasion d'approfondir tout au long de ce débat cette épineuse et complexe question. Absolument, vous évoquez la justice du fait politique, justement, qui est également vue par beaucoup comme une façon de régler des comptes, Thiambel Guimbayara, ou bien de neutraliser de potentiels adversaires. Régler des comptes, c'est peut-être un peu trop dire, mais en tout cas, la perception que l'on fait de la façon dont cette justice-là est menée un peu en Afrique et de la cohabitation entre la justice et l'homme politique et le politique en général, ressasse cette idée, remonte cette idée-là, fait voir en tout cas un tableau moins reluisant. Parce que notre justice, qui met le rappel à juste titre d'ailleurs, nous avions hérité cette justice-là de la justice traditionnelle qui était menée sur nos terres, où la sanction était un bannissement, où la sanction était proportionnelle à un abandon, pratiquement à un exil ou une élimination complète. Donc de cette justice-là, c'est la juxtaposition avec la justice moderne, la justice telle qu'elle est héritée par du colon, avec des institutions, avec l'indépendance, avec le monde actuel pose problème. C'est ce lien-là qu'on n'arrive pas à faire et donc cette instrumentalisation en tout cas se pose de telle sorte que malgré la séparation des pouvoirs dont il rappelait tantôt d'ailleurs, malgré les principes d'évolution, d'institutions de justice, de respect des droits de l'homme, on se retrouve quand même à voir cette justice instrumentalisée par le politique à telle enseigne que souvent c'est une arme de destruction que juge le pouvoir du moment, le régime du moment, pour essayer de neutraliser des adversaires, même s'il y a des garde-fous, même si difficilement la communauté internationale donne de la voix pour essayer d'empêcher cela. Malgré tout, en tout cas en Afrique, je ne dis pas en Afrique, on voit quand même que cette destruction-là est massive, cette arme-là est encore nuisible, elle sert encore aux hommes politiques de se débarrasser de leurs adversaires, hélas, même si moins en moins on voit cela se manifester ou se réaliser. Maintenant, s'il faut l'inscrire dans nos gènes et dans une approche différentielle ou dans une particularité africaine, je n'y crois pas. Ce n'est pas une particularité africaine, Jacques Brice Momnogui, puisque pour la petite digression, la Cour pénale internationale est soupçonnée d'être au service de certaines puissances qu'on ne citera pas forcément. Oui, je crois que le problème fondamental de la justice, tel qu'on la conçoit, c'est que deux problèmes fondamentaux. Le premier, c'est qu'on a pour habitude de confondre la justice avec l'idée de morale, c'est-à-dire de la justice dite juste, au sens noble du terme. Mais en réalité, dans un état de droit, la justice, ce n'est pas la moralité, la justice, c'est le respect de la règle de droit. Donc une autre question pourrait être, est-ce que la règle de droit était juste ou est-ce qu'elle est politisée contre d'autres personnes ou pas? On a vu beaucoup de conflits qu'il y a eu en Afrique quand on prend la Côte d'Ivoire avec le problème de l'ivoirité. Quand c'est inscrit dans les textes, le juge peut appliquer cela et ça peut causer d'autres problèmes. Mais la question, c'est que la justice, en réalité, c'est l'application d'une règle de droit. La deuxième difficulté que l'on rencontre toujours avec la justice, c'est que quand on va devant un juge, devant une justice, il y a forcément un perdant et un gagnant. Donc la justice ne rassemble pas. La justice divise toujours deux camps. C'est pour cela que celui qui perd va toujours accuser l'autre d'avoir été instrumentalisé. Celui qui gagne va considérer qu'il a eu raison devant la justice. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit toujours qu'on parle de vérité judiciaire, mais pas de vérité absolue. Et donc aujourd'hui, dans ces deux paradigmes qui sont assez complexes, nous, Africains, comment avoir une véritable justice? En fait,
qui rassure les personnes, que les personnes se disent en allant dans la justice, nous allons devant une justice qui est quand même impartiale. Et donc la question que vous posez m'amène à cela. Le véritable problème aujourd'hui que nous rencontrons, je crois le plus fort en Afrique, peut-être parce que nous sommes des peuples très attachés à nos cultures, pour moi je pense que c'est la question de l'impartialité. C'est-à-dire le fait que souvent les juges sont proches, soit parce que militants politiques d'un certain parti, soit parce que amis politiques, soit parce que ressortissants de familles de certaines régions, qui font que cette proximité naturelle ou politique leur cause forcément du tort dans la décision qu'ils peuvent rendre, même si les décisions sont peut-être fondées ou motivées. Mais il y a une perception qui émane de là, qui donne l'impression d'une forte impartialité. Plus qu'un problème d'indépendance d'ailleurs. Parce que quand on regarde en réalité nos constitutions et quand on regarde les pays africains, il y a eu beaucoup dans certains pays, si je prends le cas du Gabon, il y a eu des juges qui ont eu des autonomies, qui ont pris quand même le courage des fois de rendre des décisions. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire, ça a pu se passer dans certains pays. On a eu des grands juges comme Kebambaye, qui était un grand juge sénégalais, qui a été jusqu'à Lausanne en Suisse. Donc on a quand même eu des grands juges et le grand juge, et Kebambaye à prendre son autonomie. Et donc, pour moi, il faut qu'on distingue l'indépendance de l'impartialité. Ce qui nous pose vraiment problème aujourd'hui en Afrique, c'est l'impartialité de nos magistrats qui, malheureusement, sont souvent assez proches pour une raison ou une autre, pas forcément une raison familiale, mais parfois pour une raison politique aussi, des pouvoirs qui sont en place. Le juge Kebambaye, dont on salue la mémoire, qui avait mis en place, on le rappelle, le tribunal arbitral du sport de Lausanne. Et finalement, on va quand même être tenté de poser cette question à Siaka Coulibaly. Faut-il finalement faire élire les juges par leur pairs pour espérer peut-être une justice qui ne prenne pas parti? Afin de parvenir à une totale indépendance de la justice en Afrique, plusieurs solutions sont envisagées effectivement et beaucoup parlent des fois de cette élection des juges pour supprimer le lien qu'il y a avec l'exécutif qui fait les nominations des juges à l'heure actuelle. C'est vrai qu'on peut faire élire les juges qui sont en poste par leur propre père. Disons que, par exemple, un président du tribunal de grande instance peut être élu par tous les magistrats ayant au moins 15 ans d'ancienneté. Cela peut garantir que ce soit l'un d'entre eux et surtout que ceux qui le votent savent aussi qu'il a les compétences et la respectabilité nécessaire pour diriger l'office. C'est une des options. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, l'opinion générale n'est pas encore prête pour cette élection des juges parce que les citoyens ne comprennent pas ce que cela signifie en réalité et ne peuvent pas faire la distinction entre l'État et une institution qui serait élue. Ils pensent que tout ce qui est État doit être sous la coupe du président de la République, si bien que lorsqu'on parle d'indépendance de la justice, vous trouvez que des justiciables qui eux-mêmes ont besoin de cette indépendance n'arrivent pas à comprendre pourquoi on voudrait que les juges soient indépendants ou par exemple élus. Moi, je pense que pour l'instant, on pourrait peut-être envisager au moins de faire élire les procureurs, parce que ce sont eux qui sont les gardiens des libertés, ce sont eux qui initient les poursuites et qui sont le plus souvent utilisés par les ministres de la Justice ou les présidents de la République pour persécuter les adversaires politiques. Donc si les procureurs sont élus, ils pourraient être assez indépendants et pourraient également s'affranchir du diktat des dirigeants politiques et des autorités politiques. Maître Jacques-Brice Momnougui, on a en Afrique les magistrats qui sont promus au sein du Conseil supérieur de la magistrature dans de nombreux pays, conseil chapeauté par le président de la République qui est le président de ce conseil. Finalement, on a quand même un schéma qui rend très difficile le travail des juges, justement qui renforce le caractère ténu de la limite entre
le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Je crois que pour répondre à monsieur Siaka Coulibaly, je ne suis pas tout à fait d'accord de considérer que l'élection des juges est forcément un gage d'impartialité. Si vous prenez l'exemple des États-Unis, vous avez des juges républicains ou des juges démocrates et on retombe encore dans le même problème. Quand un juge est républicain, il ne valide souvent que les républicains. Quand un juge est démocrate, il est contre les républicains. Je crois qu'en réalité, ce n'est pas ça le vrai gage. Le véritable gage de justice indépendante, c'est ce qu'on appelle le statut de la magistrature, le statut de la justice. Quel statut l'État donne à un juge? Ça commence d'abord par une formation qui soit une formation autonome et indépendante. Il faut que les juges soient formés par des juges ou alors par des professions judiciaires, mais pas dans un cadre étatique. C'est un statut autonome. Et la deuxième des choses, après une formation qui soit une formation libre, une formation autonome, c'est la question de leur statut, c'est-à-dire de leur évolution de carrière. Tant que l'évolution de carrière est forcément liée au pointage de l'exécutif, c'est là où nous avons des difficultés. Puisqu'un bon juge qui veut aussi évoluer dans sa carrière est quand même obligé, dans certaines circonstances, si vous êtes procureur, de suivre ce fameux pouvoir hiérarchique qu'on nous a tous enseigné à l'université. La plume est sève, mais la parole est libre. Vous êtes du parquet, vous suivez, c'est la hiérarchie. Donc en réalité, il faut arriver à avoir également, au niveau de l'évolution de carrière, un statut autonome, qui soit par exemple relatif au nombre de dossiers abattus par le juge, qui soit également relatif au fait qu'ils ne se sentent pas sous la coupe directe de l'exécutif. Je crois que ce sont ces deux axes qu'il faut beaucoup plus avancer. Si on a des magistrats bien formés, qui ont le sens de la justice, qui ont la conscience qu'ils exercent une mission souveraine, au sens clair du terme, que leurs décisions impactent à la fois les populations les plus basses, mais également que les puissants doivent également être soumis au droit, nous aurons une justice beaucoup plus indépendante. Si également de l'autre côté, il n'y a pas de pression au niveau de leur statut, de leur évolution de carrière qui soit liée au statut du fonctionnariat, en clair pour moi, il faudrait un statut complètement autonome qui ne soit plus un statut comme on l'a aujourd'hui, qui est simplement un statut d'un fonctionnaire qui passe un concours et donc qui, quoi qu'on fasse, reste quand même un démembrement de l'État. Thiambel Guimbaïra, on doit considérer que cette situation des juges est voulue, est entretenue pour pouvoir, dans nombre de pays africains, les tenir pour arriver à commettre certains actes au profit des politiques. Il faut quand même rappeler qu'il y a des pays dans lesquels les magistrats ont un statut. On peut par exemple parler du Sénégal, un statut qui avait été, si je ne m'abuse, adopté sous le président Abdoulaye Wade, sinon finalisé. Oui, on a des pays qui ont adopté des statuts, le Mali en fait partie, le juge a un statut, même s'il n'est pas, le statut de la magistrature au Mali n'est pas complet, il est à parfaire. Il y a aussi une observation de fond, une lame de fond. Par rapport à cette indépendance-là, le cas du juge de la Cour constitutionnelle au Mali, le juge est désigné la tripartite, il y a le président de la République qui désigne 3, il y a le président de l'Assemblée qui désigne 3, le Conseil supérieur de la magistrature qui désigne 3, et entre les 9 juges, les sages, désignés pour une durée de 9 ans non renouvelable, et renouvelable une fois, selon leur statut. On voit que dans cette approche-là, même là, on n'est pas loin de voir un président de Cour constitutionnelle sous le dictat du président de la République ou du pouvoir politique du moment. Rappelez-vous toute cette guerre interne au Mali post-élection législative pour nous rafraîchir un peu la mémoire. Fondamentalement, le statut de la magistrature, de l'indépendance de la justice en lame de fond, avec la juxtaposition de la justice traditionnelle dont on a hérité de nos valeurs avec la justice moderne, au-delà de l'indépendance du juge et comment le juge est appelé à mener la justice dans nos sociétés d'aujourd'hui, où le monde est devenu un village planétaire, où Maître le dit très respectueusement, je crois que son approche du sujet, en tout cas, nous éclaire beaucoup plus en pratique le statut de la magistrature. Et alors, en ce moment, on voit déjà le juge
très fort et renforcé par un statut indépendant, est-ce que cela ne veut pas faire de nos républiques des républiques de juges déjà? On en voit déjà certains en abusent de ce rôle-là, et c'est toute l'inquiétude. À mon avis, je crois qu'une concertation s'impose quand même pour donner à la justice toute sa place. Une justice équitable menée par des juges indépendants qui n'ont pas de pression à avoir, mais le juge reste membre de cette société et de la société malienne, de la société africaine tout simplement. Le juge n'est pas un super-homme qui vit sur une autre planète qui est censé donner des leçons d'équité, de justice, de morale, de droiture aux autres. C'est un homme, une femme de sa société, d'une ville africaine, d'un pays africain qui vit une réalité africaine qui est appelée aussi à juger en fonction des approches, des éléments qu'il a en sa disposition d'accord, mais aussi de cette société à laquelle il fait face. Donc je crois que de fond, la moralisation de la société, l'éducation, la formation, l'échange, la communication sont des aspects qui peuvent nous aider à modeler une société à l'image d'une justice acceptable de tous. Car dis-moi quelle société type tu as et je te donnerai le reflet de la justice qui est menée au nom de cette société-là. Et pourquoi a-t-on souvent le sentiment, lorsque des personnalités aux affaires ou qui ont été aux affaires ont des ennuis avec la justice, qu'il s'agit de règlement de compte? Du moins, pourquoi ce sentiment semble partagé dans l'opinion publique en Afrique? Est-ce que c'est parce que le mode opératoire des pouvoirs a souvent été d'instrumentaliser la justice pour neutraliser les adversaires? Et si l'on se réfère à notre héritage, à notre passé, à notre histoire, un chef n'est pas sanctionnable. Si un chef faute par le passé, il s'auto-élimine ou il se suicide par honte de ne pas revenir au village, où il émigre complètement, il change de stature, il part. La sanction du chef est une sanction ultime dans nos sociétés et dans notre égard. Tu disparais, tu n'existes plus parce que tu as fauté, parce que tu as blasphémé, parce que tu as porté déshonneur à ta famille, à ton clan, C'est un héritage, c'est un passif historique que nous avions, juxtaposé à l'héritage démocratique qui amène à sanctionner le chef en fonction des éléments qu'on lui reproche. On n'arrive pas à faire cette transition. La mentalité africaine ne peut pas comprendre qu'un président de la République se retrouve au banc des accusés, qu'il puisse faire face à cette honte, qu'il soit la rusée de sa famille, de son clan et du pays même qu'il a eu à représenter à un certain moment. Donc il y a cette dissolution dans nos sociétés. Il y a aussi cette instrumentalisation dont on fait. La justice est conçue de telle sorte que dans nos pays, un président de la République, pour le juger, c'est exceptionnel. Au Mali, par exemple, c'est la haute cour de justice. Et cette haute cour de justice, ce sont des députés qui sont nommés, elle n'a siégé qu'une seule fois. Donc, ça devient une exception. Donc, on a des instruments que nous nous imposons, que nous créons, dont la mise en œuvre et la pratique est presque impossible ou difficile à réaliser. Et du coup, de fait en fait, de juxtaposition en juxtaposition, la victimisation aussi est ressentie comme étant redorer le blason de ces chefs-là. On voit le cas de ceux qui sont passés devant la cour pénale ou ailleurs. Elle n'est pas la même que l'on soit dans un palais ou dans une chaumière, vice-versa, ou dans une maison en banco ou dans un étage en Afrique, on va le dire comme ça. La justice n'est pas menée de la même façon pour désigner la corruption du juge et l'incorruptibilité de cette société-là. Fondamentalement, je crois que ça revient au même problème. Si nous voulons avoir des chefs exemplaires, exemple au-dessus de la mêlée, qui se conduiraient en chef, on ne va pas les demander de se suicider quand ils seront responsables demain, mais de rendre compte de leur gestion, d'éviter des sanctions, d'éviter d'amener les pays à volo ou de commettre des actes qui peuvent demain les amener à répondre de leurs actes devant une cour ou une autre cour. Si nous avons des instruments à nous dans nos pays et que nos présidents sont jugés par nous-mêmes, par nos institutions, cela est un début de garantie d'indépendance ou de restituer en tout cas les faits un peu en fonction des réalités de nos pays. Oui, Thiambel Guimbaera, vous avez évoqué la CPI. La CPI avec pas mal d'histoires qui concernent des juges et des procureurs, souvent parfois mêlés à des affaires un peu louches, mais bon, nous n'en sommes pas là. Maître Jacques-Brice Momlogui regardait attentivement, il va certainement rebondir sur cette question et sur le propos de Thiambel. Oui, je trouve que
L'approche de la justice de M. Guimbayara m'a beaucoup plu, en rappelant que le juge reste un fluide de la société et qu'effectivement, il fallait moraliser la société pour avoir des juges aussi moraux. Ça, c'est une réalité qu'on oublie d'ailleurs souvent. À propos de la République des juges, on ne peut pas vouloir institutionnaliser une République des juges. Nous sommes déjà dans un monde de jugement. Et aujourd'hui, les informations circulent tellement vite qu'on est jugé pour tout ce qu'on fait. Voilà, nous nous exprimons aujourd'hui à la télévision, nous serons forcément jugés par tous les spectateurs et nous devons faire attention à ce que nous disons. Donc, nous sommes dans une société de responsabilisation profonde. Et dans une société de responsabilisation, pour revenir encore à l'histoire, elle ne colle pas avec le cadre qui est le nôtre en Afrique. En réalité, c'est ça le problème, parce qu'on parle, par exemple, de juger les présidents, même nous aussi en France, un président en exercice ne va pas se retrouver jugé aussi facilement. Parce que lorsqu'on a certaines responsabilités, se pose la question du justiciable. En réalité, c'est ça le problème de nos justices modernes, c'est que tout le monde est un justiciable dans une société, mais tout le monde n'exerce pas les mêmes fonctions, donc tout le monde n'a pas les mêmes responsabilités. En d'autres termes, peut-on juger le papa qui a volé une orange comme l'enfant qui a volé une orange? Ils sont tous deux des justiciables, mais ils n'ont pas les mêmes responsabilités. Donc on ne peut pas juger un président de la République comme on jugerait un kidam dans une société. Ça peut peut-être choquer, mais c'est une question de responsabilité. Plus on a de la responsabilité, plus le processus de jugement est difficile, doit être aménagé. En ce qui concerne le cadre typiquement africain, nous sommes toujours dans une vision très binaire en réalité. Vous avez été au pouvoir, le cas du Bénin le montre, Boni Yayi, il y avait des procès contre Patrice Talon. Patrice Talon, maintenant, il y a des procès contre Ajavon. Donc, forcément, on va se dire, mais chaque personne qui arrive met en place ce processus de judiciaire sans forcément regarder le fond de chacune des affaires. Car en réalité, si on prend par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, sans être pour une condamnation de Guillaume Soro ou quelque chose, sans prendre parti politiquement. Mais si vous prenez le code pénal de la Côte d'Ivoire que j'ai sous les yeux, vous voyez quand même que l'article 145 qui vous parle de atteinte à la sécurité de l'État prévoit quand même coupable de trahison et puni de l'emprisonnement à vie ou de la détention militaire à vie tout Ivoirien qui porte atteinte. Donc, la condamnation du coup qui a été donnée à M. Soro, même si c'est une condamnation qu'on peut discuter sur le fond, je n'ai pas le dossier, elle reste malheureusement collée au propre texte de la Côte d'Ivoire. Donc la question c'est, quel type de texte nous adoptons, quel type de justiciables nous jugeons et comment nous les jugeons? En réalité, c'est cela. Et nous savons que nous, en Afrique, en plus, nous avons quand même une grande culture traditionnelle du pardon. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en réalité, on considère que l'on peut exercer, on peut avoir été chef, comme disait M. Guimbayara, et ne pas finalement répondre de ses actes parce que, bon, on a passé la main. Et je crois que ce qui fait problème, c'est ça aussi, c'est le fait que nous découvrons qu'on peut mettre des procédures contre des personnalités qui ont eu des grandes responsabilités. Et c'est vrai que ça dérange un peu les mentalités, ça donne une impression d'humiliation souvent, parfois qui peut être fondée comme qui peut ne pas être fondée. Mais soyons plus attentifs aux textes de loi qui sont souvent appliqués lorsqu'il y a des poursuites et aux modes de défense qui sont également organisés pour que quelque part aussi la justice puisse souvent être rendue sans forcément qu'on ait l'impression qu'il s'agisse d'une cabale particulière contre une personne. Alors, en Mauritanie, dernièrement, il y a eu l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz arrêté. Nous avons eu également dans la foulée la condamnation à perpétuité de l'ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Au Bénin, il y a eu Rekia Madougou arrêté pour des soupçons de terrorisme. En Angola, un peu plus loin, le clan dos Santos, qui est lui aussi dans le collimateur de la justice. Ça inspire quoi tout cela? Ça inspire un sentiment d'une justice peut-être qui tend à s'affirmer aussi, parce que nous n'avons pas de justice très ancienne au sens moderne du terme, c'est-à-dire de nouvelles formes de justice. Nous avons les autorités qui sont en place, nous avons de nouveaux, un nouveau processus judiciaire qui se met en place en Afrique. Et malheureusement, quand on prend ces exemples, comme vous le faites si bien en tant que journaliste, mais forcément, si on les colle comme ça dans un tableau, on a une impression d'une espèce de cabale. Mais ça, c'est le journaliste excellent qui fait ça. Moi, je ne verrais pas les choses comme ça en tant que juriste. Je me dirais dans chaque situation prise indépendamment, quels sont les faits qui sont reprochés
Et en fonction de cela, je pourrais me prononcer sur les garanties procédurales que les partis ont eues, sur les procédures qui ont été menées, sur leur capacité à être défendues, sur leur capacité à être entendues et sur également la nature des sanctions. Moi, le jury, je verrais les choses comme ça. J'éviterais de prendre un seul tableau et de faire un grand tableau en disant au Bénin, ça a été comme ça, en Côte d'Ivoire, ça a été comme ça, et en Angola, ça a été comme ça, en Mauritanie, ça a été comme ça. Je laisse ce genre d'analyse aux fins journalistes que vous êtes, et moi, je préfère me concentrer, comme je vous l'ai dit, sur les peines, l'application, les poursuites, les garanties procédurales. Par exemple, je serais beaucoup plus critique, des fois, en ce qui concerne les garanties procédurales que l'on peut avoir, lorsque les personnes sont jugées sans comparaître, sont condamnées par contumace. Là, ça peut poser des difficultés parce que c'est attaché au principe du contradictoire. Lorsque certains avocats, parfois, ne peuvent pas avoir accès au dossier quand ils vont défendre certaines personnalités politiques. Là, c'est quelque chose qu'on doit forcément critiquer. Mais il n'y a pas de justice sans procédure. Et comme j'ai l'habitude de le dire, la justice est comme une machine à saucisses. Il faut que la viande rentre en vrac, mais qu'elle sorte bien ciselée comme une bonne saucisse allemande. Donc, le problème, c'est que quand on ne respecte pas la procédure, ben forcément, la décision qui est rendue n'a pas d'importance, du moins elle a peu de valeur. Et Siaka Coulibaly, vous, ça vous inspire quoi? L'opinion africaine pense que lorsque un ancien dirigeant a des démêlés avec la justice, que ce sont des règlements de compte, parce que dans ces pays africains, on sait que tous ceux qui accèdent à des hautes fonctions sont en même temps bénéficiaires d'immunité vis-à-vis de la justice. Même quand les immunités ne sont pas formelles, elles ne sont pas écrites, elles ne sont pas textuelles, les hauts responsables jouissent d'une certaine immunité qui fait que tous leurs actes sont passés sous silence par la justice. C'est pour cela que lorsque l'un d'entre eux, l'une des hautes autorités, a des démêlés avec la justice, on pense toujours qu'il s'agit des règlements de compte, parce qu'en temps normal, une haute autorité ne devrait pas se voir persécutée, enfin, recherchée, poursuivie par la justice. Donc l'opinion est bien ancrée ici, en Afrique, que les hautes fonctions protègent en même temps des poursuites judiciaires, ce qui en même temps renforce cette impunité qui mine la gouvernance politique des États africains. Parce que lorsque les personnes ordinaires, dépositaires à un moment donné d'une autorité publique, sont en même temps protégées des poursuites judiciaires, cela les amène à se comporter en dehors de la loi. Donc en font une catégorie spéciale qui n'est pas poursuivable par la justice, ce qui fait des inégalités, ce qui fait également des distorsions à l'intérieur de nos différentes sociétés. Et beaucoup de crises politiques ont pris leur origine dans cette situation parce que les dirigeants agissent sans retenue, sans crainte de se voir poursuivre, et il ne reste que la force ou les crises politiques pour s'opposer à leurs actes qui sont parfois dictatoriaux. Thiambel Guimbayera, vous redoutez en ce qui vous concerne qu'il y ait trop de pouvoir entre les mains des juges? Oui, moi je l'évoquais tantôt entre guillemets et en filigrane, même si Maître n'est pas d'accord avec moi. Je pars du principe qu'au Mali, quand même, nous avions interroger notre histoire récente en rappelant qu'un jeune procureur qui est censé surveiller les réseaux sociaux menait cette justice, cette interpellation de ceux qui se faisaient reprocher d'injures ou de propos déplacés sur les réseaux sociaux de façon un peu à géométrie variable selon la tête du client. Ça ne rassure pas la justice. Mais quand je reviens sur notre histoire, nous avions quand même connu au Mali des chefs d'État qui sont passés à la barre. Je le disais tantôt, à la suite de la révolution de mars 91, le 26 mars 91. Vous voulez parler de Moussa Traoré? Le général Moussa Traoré a répondu à la justice, il a été condamné à mort, il a été gracié par Alpha Omar Konaré à la fin de son régime et de son règne, de son second mandat. Donc finalement, il a recouvré sa liberté et même restauré, et il a été même réhabilité avec les droits d'ancien président. Il y a eu des soupçons aussi
de poursuite de l'ancien président paix à son âme, Amadou Toumani Touré, mais qui ne s'est pas finalement réalisé. Et donc, nous avions connu ce cas-là, et même avant, Moussa Traoré a jugé, le président Modibo Keïta a été jugé et condamné, mais il est mort en détention d'ailleurs, entre les mains de ces geôliers. Ça, c'était une époque d'avant, avec l'arrivée de la démocratie, depuis la telle situation, nous sommes loin quand même de voir sous cette ère démocratique où on est censé répondre de ses actes, répondre de sa gestion, où on a une haute cour de justice composée d'élus de la nation. On n'a jamais eu d'exemple d'exemple concret d'un chef d'État qui doit répondre. Il ne faut pas le faire pour l'exemple aussi. Faudrait-il que ces chefs d'État aient commis des actes qui puissent faire qu'ils passent devant, et même de ministres, et même d'élus, en tout cas de hauts responsables d'un certain rang pour répondre de leurs faits. La pratique voudrait que ces anciens dignitaires, ces chefs d'État, ces ministres, ces députés, ces élus répondent d'abord devant leur justice, la justice de chacun de nos pays, conformément aux principes établis dans ces pays-là. Ensuite, qu'il y ait une justice panafricaine, ouest-africaine ou même panafricaine demain, devant laquelle nos chefs d'État sont appelés à répondre. Il y a des balbutiements, une haute cour de justice de la CEDEAO, de l'Union africaine même qui est en constitution. Demain, peut-être que ces instruments-là seront des lieux appropriés où nos chefs d'État devraient répondre en fonction de leur chef d'accusation, mais aussi que les défenses soient équilibrées et surtout que ça soit équitable et que les droits de ceux qui sont poursuivis soient valablement défendus. Mais fondamentalement, si on revenait mais ces cours dont vous parlez rendent des décisions qui sont rejetées par les États qui clament leur souveraineté. Et on peut prendre pour exemple notamment des décisions rendues concernant le Sénégal et la Côte d'Ivoire, entre autres. Bon, le Sénégal renvoie un peu la barre assez haute. Et la justice sénégalaise se donne le droit de poursuivre d'anciens chefs d'État en fonction de leur législation. Je parle sous le contrôle de maître et je ne sais pas quelle est la viabilité d'une telle institution au sein de laquelle tout le monde ne se reconnaît pas, comme la France pouvait le faire en fonction de sa justice ou tout comme tout autre pays. À mon avis, ce qui pouvait convaincre et ce à quoi les populations africaines peuvent adhérer, c'est de voir un tribunal dans lequel se retrouvent des juges élus par leurs pairs des différents pays africains devant ce tribunal là où un chef d'État est appelé à répondre. C'est plus acceptable en termes pédagogiques, et je ne sais pas si c'est valable en termes juridiques, mais c'est plus acceptable en tout cas en termes d'approche politique ou d'approche tout simplement que de faire juger un ancien chef d'État tchadien au Sénégal ou au Mali ou ailleurs. Si c'est une cour africaine qui jugeait un ancien chef d'État malien, un ancien chef d'État sénégalais, selon des crimes ou selon des faits qui sont reprochés et qui sont répréhensibles. Mais Hissène Habré, l'ancien président tchadien, a été jugé et condamné au Sénégal. C'est une approche novatrice, mais est-ce que c'est accepté par le peuple tchadien? Est-ce que c'est accepté par tout le monde? Est-ce qu'une telle justice donne le droit de défense tel que ça se doit à ses avocats, à son avocat? Ou est-ce qu'il y a une impartialité de la justice sénégalaise? Qu'est-ce que la justice sénégalaise peut être fondée en droit ou en loi sur des principes universels, certes, mais sur des principes, des faits commis sur le territoire tchadien, et de quel droit cette justice-là peut poursuivre, condamner un ancien chef d'État devant ses juridictions à elle? Ça me pose un problème. Mais Jacques-Brice Momnogui va nous éclairer. Il s'agit bien d'une cour composite qui a jugé Hissène Habré. Oui, mais la question qui pose est plus profonde. Je parlais tout à l'heure de la notion de justiciable. Est-ce que tout justiciable mérite la même type de justice? C'est important la question. Et on ne peut pas perdre de vue qu'une personne qui a exercé les plus hautes responsabilités d'un État, a été chef de l'État, a représenté tout un État, a pris des décisions graves qui ont également des conditions et des répercussions, même parfois les plus graves sur certaines populations, et qui étaient forcément guidées, pas nécessairement par une volonté de détruire manifeste qu'il aurait en tant que démon incarné ou diable incarné, comme on veut s'en les présenter, mais peut-être par la nécessité d'un pays à un moment donné.
lorsque nous le dénonçons déjà, lorsque vous n'êtes pas un juge d'un pays, il est souvent difficile d'appréhender certaines questions qui concernent typiquement ce pays et de pouvoir les comprendre avant de juger. Juger aussi, c'est comprendre. C'est comprendre pourquoi les actes ont été commis, c'est rendre une décision pour que ces actes ne se répètent plus. C'est pour cela que moi, je militerai également en faveur plutôt que la Cour pénale internationale, qui a toujours sa raison d'être, je pense, pour les crimes les plus graves. Je ne suis pas forcément contre la Cour pénale internationale, je ne suis pas contre toute justice internationale, mais je pense simplement qu'il serait de bonne loi que, d'abord, pour moi, de ne pas juger les chefs d'État pour toutes leurs actions, tout et n'importe quoi. Je suis contre ce qui se passe aujourd'hui. Un chef d'État quitte au pouvoir, on lui fait déjà son bilan, on fouille dans ses marmites, on essaie de regarder s'il n'y a pas quelque chose qu'on lui reproche. C'est ce qui se passe un peu ici en France quand on regarde les procès qui sont faits aux anciens chefs d'État. Qu'on aime ou pas M. Nicolas Sarkozy, c'est quand même assez particulier d'être chef d'État et d'être poursuivi sur l'ensemble de son œuvre de cette façon-là. Et bon, ça dégrade un peu la fonction présidentielle. Je crois que ce qui serait important, c'est peut-être d'avoir des crimes pour lesquels on juge le chef d'État et pas simplement des faits qui sont d'ailleurs couverts souvent par le secret défense. Et effectivement, je crois que juger en plus un ancien responsable mérite une justice qui donne un sentiment de confiance et puis qui donne aussi une autorité à cette justice, parce que une justice où aurait les juges africains de l'ensemble des États africains qui auraient été sélectionnés aurait quand même beaucoup plus de poids au niveau des décisions qui seraient rendues, au niveau de l'autorité qu'on en tirerait et au niveau également de celui qui comparaîtrait devant cette justice, avec peut-être aussi le gage que l'on puisse aussi avoir un principe qui me semble de plus en plus difficile aujourd'hui en Afrique à intégrer, c'est qu'on puisse comparaître libre. On n'est pas obligé, quand on est un chef d'État, qu'on a une adresse connue, quand on a une identité connue, quand on sait qu'on ne peut pas quitter la terre, sauf aller vivre sur Mars, qu'on soit obligé de comparaître détenu, enchaîné, humilié, et comme si on était déjà coupable. Parce que tout ça, ça a un intérêt. Si les chefs d'État savaient qu'ils pouvaient comparaître aussi libre, il serait peut-être plus favorable à la mise en place de justice. Mais une justice qui vous piétine, vous parlez pour le Mali des anciens chefs d'État, qui vous bâillonne, qui vous humilie, qui vous filme comme Bokassa, et qui veut montrer que vraiment on doit vous démontrer que vous n'êtes qu'un pauvre être humain comme tout le monde, ce que vous n'avez jamais nié, ne rassure pas aussi les anciens chefs d'État. Donc moi, ma position... Est-ce qu'ils ont besoin d'être jugés pour tout? Ils ont besoin d'être rassurés? Ah ben j'ai l'impression que c'est un sentiment qu'on ressent souvent quand on juge le chef d'État. Même quand on a vu le procès de Saddam Hussein, vous l'avez tous regardé, il y a une volonté d'humilier cet ancien dirigeant, de lui démontrer par A plus B que d'abord il est sous l'autorité de la justice, on doit le punir et l'humilier pour cela. Je crois que tout cela, ça n'aide pas la justice. Moi je crois beaucoup en tant qu'avocat à la sérénité de la justice. Je crois qu'une véritable décision de justice est une décision qui est rendue dans des conditions sereines, est une décision qui a été rendue après un débat contradictoire où on a permis à l'accusé de s'exprimer et de déposer ses espaces. Et c'est aussi une justice qui, par ses sanctions, invite plutôt à la réinsertion et non pas simplement à l'humiliation. Nous sommes aujourd'hui les vraies questions fondamentales sont celles-là. Lorsque vous condamnez, par exemple, si on prend le cas du leader politique comme Guillaume Soro, qui est condamné à emprisonnement à vie, le code pénal ivoirien, je l'ai dit, légalement le prévoit. Mais est-ce que le juge est tenu de prononcer cette peine parce qu'elle est prévue à son maximum, sachant également que ça devient infamant? Vous êtes condamné à un emprisonnement à vie, ben c'est de l'infamie. Finalement, ça veut dire que vous n'avez pas le droit, plus jamais le droit à une quelconque liberté. Vous voyez, c'est des choses que je ressens lorsqu'on se rend encore sur le continent. On voit l'état de nos prisons, l'état des détenus, comment ils sont traités, comme s'ils étaient des parias, des pestiférés, c'est des êtres humains. Je crois qu'il faut que nous sortions aussi de ce côté un peu, comment je dirais, un peu trop punitif que nous attachons à la justice, qui est peut-être lié à notre culture aussi, mais il faudrait qu'on comprenne que juger, c'est d'abord rendre une décision de justice. Et ça donne de la noblesse à ceux qui jugent. Et ça donne de la considération à un État qui rend la décision juste. Ça ne donne pas de la considération à un État qui donne l'impression de rendre la décision qui piétine et qui écrase les droits des citoyens, fussent-ils des anciens présidents ou des anciens ministres. Siaka Coulibaly, finalement, qui a intérêt à ce que la justice ne soit pas indépendante? Les cas qui sont cités en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, en Angola, des poursuites d'anciens dirigeants ou de leur famille, vient confirmer ce que je disais tantôt.
parce que lorsqu'ils étaient au pouvoir, il était impossible qu'ils soient poursuivis par la justice, alors que les faits qui leur sont reprochés, ce sont des faits qu'ils ont posés pendant qu'ils étaient au pouvoir. Donc cela indique que lorsque une personne est au pouvoir en Afrique, elle est en même temps protégée des poursuites judiciaires. Et elle ne peut être poursuivie par la suite que lorsqu'elle a des déboires politiques avec les dirigeants du moment. Donc cela indique un état déplorable de la justice en Afrique et qui fait que cette justice n'est pas du tout conforme aux standards universels qui font que la justice doit être au-dessus des contradictions politiques, au-dessus des contradictions sociales, pour pouvoir imposer le droit qui est chargé de réguler la société et de protéger les faibles et les libertés. Sirka Coulibaly, Maître Jacques-Brice Momnogui a une approche différente, elle est presque tranchée. Ces anciens dirigeants, ces anciens chefs d'État sont peut-être victimes de leur déchéance ou du fait d'avoir perdu le pouvoir. La question s'adresse à moi? Oui, à vous. Oui, donc non, je comprends. Les positions sont certes tranchées, mais la réalité est le fond du problème en Afrique. Je le rappelais tantôt au début de cette émission que la justice est faite au nom du peuple. S'il tant est que la justice est faite au nom du peuple et que la justice, que tu sois blanc ou noir, selon les principes qu'ils enseignent, que les maîtres, les professionnels de la justice enseignent ou évoquent, de temps à autre te rendra la couleur que tu mérites, cela aboutit forcément à une justice qui fait le reflet de la société. En Afrique en général, au Mali en particulier, on est dans une justice punitive et assez répressive. Maintenant, le juge, il dit le droit, mais il ne dit pas là, il dit le droit et ce droit est appelé à être traduit. La traduction de ce droit-là, si on retient que l'aspect répressif ou l'aspect humiliation pour les plus hauts gradés, les anciens chefs d'État, c'est quelle image on renvoie à cette société-là, quelle image nous faisons de nous-mêmes, d'où l'éducation, la trame de l'éducation dans la société pour pouvoir moraliser et rendre acceptable cette décision de justice ou rendre l'affaire digérée de façon acceptable ou d'une approche en tout cas pédagogique. Donc, l'aspect formation, éducation et l'aspect culturel ne sont pas des aspects ex nihilo qui sont indépendants de la décision du juge, de l'interprétation dont on fait de la décision d'une décision de justice et du droit du justiciable. Parce qu'il n'est pas aussi un paria, ce n'est pas aussi tout le monde est appelé à fauter demain, mais faudrait-il qu'on accepte que la faute soit pardonnée. Et une faute déjà à moitié avouée, on dit qu'elle est pardonnée, et surtout que quelqu'un qui est appelé à payer sa faute ou son erreur, il doit retrouver toute sa place dans la société. Et c'est de la pédagogie, c'est pas de la pédagogie qu'on peut faire à accepter cette. Mais lorsqu'il s'agit, pardon de vous interrompre, Tiambel Gimbaïra, lorsqu'il s'agit de personnes qui sont poursuivies pour détournement présumé de deniers publics, est-ce que à ce moment-là, même s'il y a aveu, il faudrait pardonner sans procéder au recouvrement? Non, je ne dis pas cela. Quand tu fautes, il faut payer. Mais la moralisation aussi a ses limites par rapport au degré dont se te donne, à la conduite dont on se fait. Et le corps judiciaire a sa déontologie, tout comme tout corps, même la presse, nous avons notre déontologie, il y a le code rouge qu'il ne faut pas dépasser. Maintenant, par rapport au crime économique, en tout cas, ce qui soulagerait la population, ce qui soulagerait même la décision de justice pour qu'elle soit acceptable, digérable, il faudrait que les fonds soient rapatriés. Si c'est faux, c'est accompagné de réparation. Quelqu'un qui assassine, qui est en prison pour payer ta faute, et puis quelqu'un qui détourne des fonds, la raison voudrait tout simplement que ces fonds soient rapatriés en ce moment et que la faute tu payes aussi pour cette faute-là du point de vue pénal. Mais je crois que c'est vrai que la nature change la fonction de la peine qui est reprochée à la personne, mais reste une faute et qui est appelé à être payé, mais qui ne perd pas un caractère humain. Comment nous pouvons humaniser les décisions?
comment un fauteur, un justiciable peut retrouver demain toute sa place dans une société, par exemple. Tu peux avoir fait une erreur, tu as commis une erreur, maintenant pour réparer cette erreur-là, tu as payé ce que tu devais à la société, tu retrouves ta place, peut-être que tu seras demain un exemple, parce que tu es passé par toutes ces cases-là. C'est aussi accepter l'homme tel qu'il est dans sa complexité, avec ses insuffisances, avec ses erreurs, d'où le juge, d'où la justice. Mais le juge n'est pas un Dieu sur terre. Maître rendre des décisions sur ça. Maître Jacques Brice Momnogui, c'est une question pour vous, le spécialiste. On dit que le juge juge par son intime conviction. Ça peut être dangereux? Bon, c'est une notion contre laquelle je me bats depuis que je suis avocat, très sincèrement. Je crois que l'intime conviction n'a rien de pire. Pour moi, le juge doit juger suivant les preuves et pas d'après son intime conviction. Car s'il a une conviction intime qui est faussée, alors la décision sera forcément une mauvaise décision. Donc je crois que ce qui est c'est par rapport à son statut exceptionnel que... Non, c'est parce qu'il fallait bien lui fonder un pouvoir sur lui-même. C'est une notion d'indépendance. L'idée est partie du fait que le juge doit être indépendant, donc il statue d'après son intime conviction qui est présumée indépendante. Mais bon, sauf qu'on sait que nous sommes le fruit d'une société, M. Guibara l'indiquait, nous sommes le fruit de notre éducation. Et Mandela avait cette formule très, très belle à propos des juges. Il disait qu'un grand juge devait s'élever contre son éducation et contre son passé, et contre ses préjugés. Donc, parce qu'on en a tous. Donc, pour rendre une grande justice, il ne faut pas aller forcément dans le sens de ce qu'on sait déjà, mais il faut aller vers l'autre. Et c'est ça toute la notion du jugement. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui, en fait, en Afrique est vieux comme le monde, puisque à Rome, il existait ce qu'on appelle la mort civile. C'est-à-dire, on ne vous envoyait pas en prison, mais on vous faisait une déchéance de tous vos droits civils. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui, en réalité, quand on regarde ces décisions qui sont rendues sur des faits politiques, parce qu'il n'y a pas de décision politique, il y a des décisions de justice sur des faits politiques, et on doit les respecter en tant que décision de justice, c'est que finalement, les sanctions concourent de facto à la mort civile. L'emprisonnement à vie, c'est une mort civile. La déchéance, l'interdiction de retour dans son pays est une mort civile. La déchéance de droit politique est une mort civile. L'interdiction de se représenter comme candidat à une élection est une mort civile. Vous voyez, et j'ai l'impression que, comme l'histoire est un éternel recommencement, qu'en fait, nous sommes en train de rejouer les parties roumaines et maintenant, nous en sommes à l'étape de la mort civile, c'est-à-dire on prend le pouvoir et finalement, nos adversaires politiques, pour les fautes qu'ils ont commises, avérées, ou du moins s'ils sont avérés, et bénéficie et coupe d'une sanction de mort civile. Moi, j'ai toujours, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, M. Guibara aussi a été d'accord avec moi, il a bien noté, je suis pour une justice qui soit vraiment, qui soit une justice qui permette à la société de continuer à évoluer. Pas pour une justice qui divise et qui fragmente la société. Et c'est en cela que quand on regarde les justices dans le monde, finalement, les pays qui enferment le plus, comme les États-Unis, ont les taux de criminalité les plus élevés. Les pays où la prison est beaucoup plus exceptionnels, comme les pays du Nordique, Suède, Norvège, ont des taux de criminalité très bas. Parce que chez eux, la prison ou l'enfermement est considéré comme un moment de réinsertion. On vous apprend un nouveau métier, on vous forme à un nouveau métier. Vous sortez d'un emprisonnement mieux formé et plus apte à vous réinsérer. Mais chez nous, avec cette justice que nous avons copié-collé, rappelons quand même que dans l'Afrique ancienne, il n'existait pas de prison, c'était des bains, des éloignements. On n'avait pas la notion de carcéral, milieu carcéral où on va vous enfermer. Et aujourd'hui, on se retrouve donc avec des modes de justice en fait qui ne donnent aucune chance à la réinsertion. Si vous prenez un criminel, vous le condamnez à 25 ans. Pendant 25 ans, il est coupé de la société, il est enfermé, il ne voit personne, il survit dans sa prison la plus difficile. Quand il va sortir, je ne vois pas pourquoi il sera différent. Il sera un pire, puisqu'il faudra bien qu'il rattrape les 25 années et il n'a même pas été formé à quoi que ce soit. Donc, je crois que dans les décisions que nous prenons, qu'elles concernent les hommes politiques, parce que la justice doit être la même pour tous, ou qu'elle concerne des citoyens lambda, le juge doit avoir dans sa tête une notion de réinsertion et une notion de paix sociale. Et lorsque, en matière de détournement de biens, par exemple, lorsqu'on a des prévenus qui reconnaissent qu'ils ont détourné et qui remboursent ce qu'ils ont détourné,
est-ce bien la peine encore de leur faire subir une longue peine d'emprisonnement? Voilà des questions que je pose. Est-ce bien nécessaire? Est-ce bien utile? C'est une grosse interrogation et dans l'opinion, il y en a qui estiment qu'il faut punir autant les puissants que les faibles. En tout cas, merci messieurs d'avoir été en notre compagnie pour ce débat très riche au cours duquel on a beaucoup appris. Merci à Tiambel Guimbaera, journaliste, éditorialiste, directeur de publication de La Voix du Mali, à Siaka Koulibaly, politologue en ligne de Ouagadougou au Burkina Faso, et à Maître Jacques-Brice Moumnougui pour les éclairages surtout techniques qui ont permis, on l'espère aux téléspectateurs, de se faire une religion. Merci à vous et surtout de votre fidélité au programme de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Très bonne suite de programme.